Cette créature préhistorique, le Quetzalcoatlus northropi, doit son nom à l'un des plus grands concepteurs d'avions de ce siècle, Jack Northrop. Ce bombardier furtif, Northrop B2, représente l'aboutissement de son rêve de toujours, la construction d'une aile volante de portance maximale et de faible traînée. Après avoir fait ses premières armes dans les années 20 avec les frères Lockheed, Northrop crée sa propre compagnie de construction aéronautique. En 1940, son rêve est presque devenu une réalité, avec le projet du XB-35, compromis cependant par de graves difficultés financières et techniques. À la fin de la guerre, le XB-35 n'a toujours pas quitté le sol. En dépit de tous les problèmes et de toutes les déceptions, le travail continue et en 1946, l'énorme avion est prêt à voler. Garé sur l'aire de stationnement de l'aéroport d'Hawthorne, il suscite bien des curiosités, notamment celle de Max Stanley, arrivé depuis peu à la Northrop et recruté par John Myers après son accident à bord du XP-56. J'étais à l'hôpital avec la colonne vertébrale et une cheville fracturée. Et Max savait que quelques semaines plus tôt, notre ami commun, Max Constant, s'était tué dans un N9M. Et me voilà en train de demander à Max Stanley d'entreprendre des essais sur le Black Widow. Il m'a répondu, j'en serais évidemment ravi. Et je lui ai dit, tu sais bien que rien n'arrête un pilote d'essai. Je voulais lui être agréable, et ça me semblait être une bonne façon de passer ces 6 semaines. Et en plus, j'allais pouvoir rencontrer Jack Northrop, que je ne connaissais pas, mais que j'admirais beaucoup pour ses avions. Et j'étais ravi de cette occasion de rencontrer un tel homme. J'ai eu une entrevue avec lui. On a discuté gentiment pendant un quart d'heure et je me suis retrouvé au service du personnel. Et j'en suis ressorti pilote d'essai confirmé avec un badge pour le prouver. Je lui ai promis qu'il n'aurait jamais à piloter une aile volante. Je savais qu'il la développait, mais j'avais l'impression que c'était au-dessus de mes capacités. J'ai donc mis comme condition à accepter que dans mon contrat, on ne m'oblige pas à piloter une aile volante. Mais quand j'ai commencé à travailler, j'ai appris à connaître cet avion et j'ai changé d'idée. Et finalement, j'étais terriblement impatient d'en piloter une. Mais l'identité du pilote d'essai du XB-35 n'est pas encore connue et l'avion reste au sol. Pendant ce temps, Max Stanley apporte quelques modifications à la configuration du cockpit, mais toute chance de les tester est encore loin. Mon chef, en tant que pilote d'essai, était un spécialiste de l'aérodynamique, le docteur William Sears, qui a pris une part importante dans la conception de l'aile volante. Un jour, il m'a appelé dans son bureau et m'a dit « Vous savez que le premier vol est pour bientôt. Nous aimerions que vous soyez le pilote. » J'étais stupéfait et fou de joie, et je suis sorti de son bureau sur un petit nuage. Nous sommes en juin 1946. La guerre est finie depuis près d'1 an. Le XB-35 est en compétition officielle avec le Consolidated B-36, le bombardier à long rayon d'action de l'après-guerre. Son succès est donc essentiel et le premier vol est préparé avec le plus grand soin. Je devais d'abord décider dans quelle direction décoller. Vers l'ouest, ce qui était normal sur cet aéroport, contre les vents dominants. Mais j'ai choisi l'est, sous le vent. Il fallait attendre que le vent soit minimum, mais j'avais l'avantage d'être dans la bonne direction. Nous attendions tous le décollage et nous sommes sortis en cachette. Jack Northrop avait demandé qu'on ne soit pas tous là à attendre, pour ne pas gêner le travail. Mais on y est allé quand même. Jack est resté dans son bureau, il a regardé par la fenêtre. Quel spectacle! C'était une petite piste.
avec plein de mauvaises herbes de chaque côté, infesté de gros lièvres. Quand j'ai commencé à rouler, un lièvre a surgi des herbes et a couru devant l'avion. Et à un moment, je me suis dit que je n'allais pas pouvoir le dépasser. Et je me rappelle très bien avoir pensé que c'était le lièvre le plus rapide que j'ai jamais vu. Et puis il a disparu dans les herbes et j'ai pu décoller normalement. Nous avons donc décollé et nous sommes montés droit devant jusqu'à 16 000 mètres. On a tourné à gauche, au-dessus des montagnes, avant de descendre vers Murrock Drag Lake. Il faisait très chaud ce jour-là, et l'avion n'avait pas d'air conditionné. J'avais l'impression d'être dans une serre. Mais le programme d'essai en vol du XB-35 ne décollera jamais vraiment. Les problèmes liés au système complexe d'hélices et de transmission persistent alors que son principal concurrent, le Consolidated B-36, est prêt à voler. Un avion gigantesque, traditionnel, avec un énorme fuselage pour y loger les bombes, exactement le contraire de l'idéal de Jack Northrop, une aile unique renfermant tout. Et la compétition débute enfin. Quel avion, du B-36 avec des ailes et un fuselage traditionnel, ou du B-35, ou de l'aile volante révolutionnaire, sera l'élu de l'armée? Pour améliorer la fiabilité de son aile, Northrop décide d'abandonner le système d'hélice à l'origine de tant de problèmes. Les hélices contrarotatives sont remplacées par des hélices classiques, mais les performances baissent sensiblement. Il ne reste qu'une solution, retirer les moteurs à piston et les remplacer par 8 nouveaux turboréacteurs. Ce modèle à réaction est baptisé YB-49. La cellule est parfaitement identique, mais grâce à la conversion, ses performances sont décuplées. Jack Northrop peut enfin voir voler l'aile de ses rêves. Le B-49 était un vrai plaisir à piloter. Pour la première fois, pour moi comme pour nous, je pilotais un avion à réaction spacieux, merveilleusement silencieux, confortable, supérieur à tout point de vue à tous les avions à hélice. Aucune comparaison possible. Et à l'époque, j'ai prédit que l'avion à réaction marquait le début d'une ère nouvelle pour le grand public. Et comment Jack Northrop réagit-il face aux prouesses de sa grande aile volante? Il sautait de joie. C'était probablement l'apogée de sa carrière. C'est aussi un grand moment pour tous les employés de la Northrop qui ont œuvré pendant toutes ces années de guerre, non seulement pour voir l'aile voler, mais pour la voir voler avec brio. Le YB-49 s'est rabattu. Il y avait aussi un chasseur P-80. Et après être passé au-dessus de nous, Max l'a dépassé comme ça. Et le chasseur n'avait plus aucune chance de le rattraper. Le système de commande est insolite.
Au pied, les palonniers commandent les coquilles de capot ou dérivent de bout d'aile. Elles peuvent être utilisées séparément comme gouverne de direction ou ensemble comme aérofrein. Le manche commande un ensemble d'élevons qui servent à la fois de gouverne de profondeur et d'aileron. Malgré ces commandes inhabituelles, l'appareil répond au mouvement normal du manche et des gouvernes de direction. Le pilote d'essai de l'Air Force sur ce YB-49 est le commandant Robert Cardenas. Il effectue le premier vol à bord du deuxième YB-49 de la série. Les gens petits comme moi aiment maîtriser de grandes choses, bien sûr. Et il était vraiment grand, avec ses 52 mètres d'envergure et ses 8 moteurs à réaction, avec la poussée la plus forte que j'ai jamais vue. Pour le décollage, on peut dire qu'il s'envolait tout seul. Dans les airs, une fois le train rentré, c'était un vrai bonheur. Il avait un manche avec un volant, comme dans un avion de chasse. Il était sensible, mais pas au point de craindre un incident, non. Sensible, juste comme il faut. Et en vol, il était vraiment parfait. Ma première impression a été, c'est vraiment un engin incroyable. Je devais donc tester cet avion, déterminer ses performances, ses capacités de stabilité et de contrôle, et ses possibilités d'adaptation comme avion potentiel pour une tâche précise, en l'occurrence celle d'un bombardier. Le programme d'essai révèle quelques problèmes résultant de la remotorisation. Ils n'avaient pas pris en compte le taux d'accélération au moment du décollage, qui était d'abord lent, mais qui augmentait rapidement. Et c'est comme ça qu'on a abîmé la porte de la soute de train, à cause de la vitesse. On s'est aperçu que le train d'atterrissage n'avait pas été modifié pour rentrer plus vite que sur le 35. Et j'ai dû cabrer un peu brutalement. Certains ont pensé que je frimais, mais pas du tout. Et c'est le triomphe. Le 26 avril 1948, Max Stanley établit le record du temps passé en vol. Je devais prouver que cet avion avait un rayon d'action de plus de 6000 km avec un chargement de bombes factices de 5 tonnes. Nous sommes donc partis de la base Edwards pour Phoenix, puis demi-tour vers San Francisco, puis retour vers la base. Un circuit prévu pour annuler l'effet du vent d'un total de... Enfin, il y a plusieurs chiffres contradictoires, mais à mon avis, cela fait un trajet de 62 480 km.
À cette époque, Robert Cardenas quitte le programme pour reprendre ses études d'ingénieur et propose comme successeur son ami le capitaine Glenn Edwards. Notre amitié était très forte, et aussi mon admiration pour lui, parce que en matière de contrôle de la stabilité, et c'est lui qui a aidé le Dr Perkins de Princeton à écrire son livre sur comment contrôler la stabilité en vol des avions à réaction. Je lui ai demandé de tester le B-49. J'avais entièrement confiance en lui. Je crois qu'il était même meilleur que moi. Les essais se déroulent au-dessus du désert Mojave. Glenn Edwards n'a pas le même enthousiasme que Cardenas pour les qualités de l'avion. Et chez Northrop, on a le sentiment qu'il n'écoutera pas tous les conseils qui pourraient l'aider. Mais quand le YB-49 décolle un matin de juin 1948, c'est le commandant Danny Forbes qui pilote, avec Glenn Edwards au poste de copilote. Trois autres personnes ont également pris place dans l'avion. C'est un vol d'essai de routine. L'accident qui suit va graver de manière indélébile le nom du capitaine Glenn Edwards dans les annales de l'armée de l'air. Ce matin-là, l'avion s'écrase au milieu du désert. Il n'y a aucun rescapé. Les débris de l'appareil jonchent le désert. Russ Schley, qui a aussi piloté cet avion, était là. Il a vu s'écraser. Il semblerait que c'était Forbes qui pilotait. Mais Glenn a perdu le contrôle des volets extérieurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était peut-être un problème de structure, mais pourquoi, je l'ignore. Si vous passez par là aujourd'hui, plus de 40 ans après l'accident, vous pourrez encore ramasser quelques débris de l'épave de ce YB-49. Et juste à l'horizon, là où se trouvait le Muroc Dry Lake, le nom du capitaine Glenn Edwards survit sur la Edwards Air Force Base, berceau du centre d'essai de l'Air Force et site d'atterrissage de la navette spatiale de la NASA. Quand j'ai su que l'aile s'était écrasée, je suis allé chez moi et j'ai reçu un coup de téléphone de Boyd. Il m'a dit « Va là-bas, trouve ce qui est arrivé à Glenn et termine les essais ». Pour Jack Northrop, porté par l'enthousiasme grandissant de quelques membres de l'Air Force pour son avion, l'accident est un choc terrible et une profonde déception. Ça a été un coup terrible. Il savait que beaucoup de gens étaient encore très sceptiques, surtout vis-à-vis d'un concept aussi radical que celui de l'aile volante. La perte de Glenn a été très dure, mais pas au point de rejeter l'avion. En fait, il me semblait qu'il était de mon devoir, comme hommage à Glenn et en l'honneur de son nom, de déterminer la cause de l'accident pour que sa mort ne soit pas inutile. Et qu'à partir de là, on arrive à mettre au point un avion vraiment parfait. Le YB-49 a été conçu comme bombardier et Cardenas doit prouver ses qualités en tant que tel. Évidemment, on utilisait les vieux viseurs Norden. Et je me souviens que j'avais emprunté au Strategic Air Command un de leurs meilleurs lieutenants-colonels de bombardier. Un type vraiment bien. Et il a attrapé mal au cœur, à force de regarder par le viseur, à cause des oscillations. Le viseur de bombardement Norden avait été mis au point pendant la Deuxième Guerre mondiale.
C'est ce qui se faisait de mieux à l'époque, mais il lui fallait une plateforme de bombardement parfaitement stable. Il n'était pas instable, mais pas complètement stable non plus. Ça passait de 5 à 4, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et on arrivait à 0. Mais pour y arriver, ça prenait beaucoup de temps. Et il y a d'autres problèmes aussi, comme l'aménagement du cockpit et de la soute à bombe. Tout est transformé, mais les difficultés persistent. En novembre 1948, Cardenas discute directement avec Jack Northrop. Je lui ai fait mon rapport sur les causes possibles des marges pendant les phases de bombardement, les marges de stabilité. Quand j'ai arrêté de parler, il y a eu un long silence. Et puis M. Northrop a pris la parole et a dit « Messieurs, je respecte profondément le jugement de M. Cardenas, et je crois que ce qu'il dit est vrai. J'ai sans doute été mal informé. Mais la Northrop a du pain sur la planche. » À cette époque, la société Honeywell de Minneapolis a modifié son pilote automatique qui était sur l'avion pour qu'il serve aussi d'amortisseur de lacet. Ce qui permettait d'amortir les oscillations de la direction conformément au cahier des charges. En octobre 1948, Jack Northrop reçoit commande de 30 YRB-49 pour l'Air Force, une version bombardier reconnaissance avec 6 moteurs, dont 2 dans des fuseaux sous les ailes. Brusquement, des petits nouveaux font irruption sur le marché des bombardiers. Le Boeing B-47 est un bombardier à moyen rayon d'action conçu avec des moteurs à réaction et qui ne souffre pas des problèmes de reconversion de l'aile volante. Bien que les moteurs à réaction aient accru la vitesse de l'aile volante, ils ont divisé son rayon d'action par 2, ce qui l'a fait passer de la classe des avions à long rayon d'action à celle des avions à moyen rayon d'action. C'est donc le B-47 et non plus l'encombrant B-36 à long rayon d'action qui est désormais en compétition avec l'aile volante. Il n'existe alors qu'un seul YB-49 et en février 1949, il a l'occasion de faire ses preuves. Piloté par Robert Cardenas, avec Max Stanley comme copilote, il traverse les États-Unis sans escale, de l'État de Californie à Washington, en un temps record. J'ai pu pénétrer dans un front d'air froid qui se trouvait entre moi et la base Andrews, au-dessus des montagnes. C'était son premier vol par gros temps, et l'avion en était capable. Du décollage à l'arrivée au-dessus d'Andrews, on a mis 4 heures et 5 minutes. Le temps de tourner et d'atterrir, ça faisait 4h15 et 4h25 pour être garé. C'est le temps officiel, 4h25, mais 4h05 du décollage à l'arrivée au-dessus de l'aéroport, ce qui est très bon. Des tas de gens sont venus voir l'avion. Le seul autorisé à monter à bord a été le président Truman avec ses collaborateurs. J'étais à côté de l'échelle d'embarquement au moment où il est descendu et je l'ai entendu dire à quelqu'un qui l'accompagnait « Ça m'a l'air d'un sacré avion, nous devrions en commander quelques-uns ». Dès cet instant, j'ai su que Truman était le plus perspicace de tous nos présidents. C'est le triomphe pour l'avion et pour son équipage. Mais pas pour longtemps, car un incident fort étrange va se produire. Sur le chemin du retour, au-dessus des Rocheuses, j'ai commencé à perdre de la puissance.
L'homme qui se trouvait dans la bulle à l'arrière a commencé à crier « Numéro 1 en feu, numéro 3 en feu, numéro 4 en feu ». Et l'ingénieur de vol s'arrachait les cheveux. J'ai perdu 6 moteurs sur 8. Le seul aéroport que je pouvais atteindre, c'était Winslow, en Arizona. Je ne sais pas si vous connaissez Winslow, mais c'est en altitude, et le terrain n'est pas très grand. J'ai atterri au début de la première piste et me suis arrêté tout au bout de la dernière. À cette époque, les moteurs à réaction ont un système de lubrification qui leur permet de rejeter l'huile usagée, mais cela n'aurait pas dû poser le moindre problème. Sur le registre, tout était en ordre. Le plein de carburant, le plein d'huile. Mais il n'y avait plus une goutte d'huile dans les moteurs. Et ça semblait vraiment bizarre que les 6 moteurs aient la même fuite. Mais il n'y avait plus du tout d'huile à l'intérieur. Ce que je peux dire, c'est que les moteurs marchaient bien. On aurait dû avoir assez d'huile pour rentrer à la base, sans cet incident, bien sûr. Mais ça n'a pas été le cas. Oui, c'est un mystère. Je sais que certains ont accusé le sergent Cunningham, mon mécanicien de vol et chef d'équipage. C'est lui qui a signé le registre, lui ou un membre de l'équipage au sol. Seulement au moment de quitter l'aéroport, mon copilote, le capitaine Pete Sellers, m'a dit que le sergent Cunningham était malade et qu'il était parti à l'hôpital. Et tout d'un coup, j'ai eu une sorte de flashback. Bon sang, Cunningham était à l'hôpital le jour où Glenn Edwards s'est écrasé. J'ai dit à Pete d'aller le chercher, qu'on avait besoin de lui pour partir. Il y a des gens qui ont repris tout ça pour en faire une histoire sordide, surtout après la mort de Cunningham, peu de temps après, dans un accident de moto. J'ai étudié tous les documents et je connais cette version, c'est mesquin. Je ne vois pas comment on peut parler de sabotage de la part du gouvernement ou des militaires. Ça ne sert qu'à perpétuer cette légende. Le record transcontinental du YB-49 ne dura guère. Le YB-49 a effectué son vol à une vitesse moyenne de 822 km/h. Le lendemain, le XB-47 a réalisé à peu près le même vol, mais à une vitesse de 976 km/h. Ce qui fait un écart énorme entre les performances de ces deux avions. Et à la fin des années 40 et pendant toutes les années 50, la vitesse représente l'enjeu principal. L'aile volante, du fait de l'épaisseur de son profil d'aile, ne pouvait pas être optimale en matière de vitesse. En 1949, une série de coups durs frappe l'aile volante. En janvier, la commande de 30 YRB-49 est annulée. Les essais de l'Air Force n'ont pas résolu tous les problèmes de précision de visée, malgré l'amortisseur de lacet Honeywell. Et puis, c'est le dernier YB-49 qui s'écrase dans le désert et prend feu. C'est la fin pour le YB-49. L'avion venait de réaliser une série d'essais de roulage à grande vitesse quand le pilote Russ Schley se trouve confronté à un sérieux problème de trépidation. Le train avant s'est effondré. Consciente des difficultés du programme, la Northrop lance une vaste campagne de relations publiques pour soutenir le concept de l'aile volante. At far-flung bases in remote corners of the globe, large hangars to house big airplanes are usually hard to find. When these planes are repaired and maintained, the men must work in the open, often in bitter weather, which slows them down and makes the task far more difficult and costly in time and money. But not the flying wing. To shelter the wing requires only a small and modest structure, hardly more than a large Quonset.
Placed on dollies, the wing can be trundled sideways into its hangar, a hangar that is small, economical, and easily constructed. As easy to maintain as it is to house, the flying wing is built low to the ground and can be easily serviced. Short ladders or low platforms available at any airport are all that are required to reach almost any part of even a large flying wing. Pourtant, même si les militaires renoncent, il reste les applications civiles, comme en atteste cette maquette largement diffusée. Now, a preview of the flying wing transport of tomorrow. The midsection provides ample room for 80 passengers. Spaciousness keynotes the luxurious main lounge, extending 53 feet inside the wing. And future air travelers will really see something. Through the plexiglass windows of the front wing edge, passengers have an unimpaired view of the Earth unrolling thousands of feet below. Coast-to-coast flights in 4 hours may not be too far away. The dorsal tip of the plane provides an excellent vantage point to see the world go by. Snug as bugs in their magic carpet, air travelers can look down on mere Earthlings as the double quartet of mighty turbojets whistle them through space. The sleek Air Leviathan carries more cargo farther, faster, and with less fuel than any comparable plane. And the bar will raise the spirits of those who don't feel high enough in the stratosphere. The flying wing has the stability of a fine club. The public quickly accepts all the miracles that science provides. Even skyliners like this will become commonplace. But the giant flying wing is more than a super streamlined airplane. It is the fulfillment of scientific vision and symbolizes the practical dreams of science for our world of tomorrow. Mais ce rêve, Northrop ne le réalisera jamais. Pas plus que le turboréacteur qui, selon Northrop, aurait donné à la version à hélice de l'aile volante un rayon d'action de 20 000 km. Et pour tous les employés de la Northrop qui croient profondément dans la vision de Jack Northrop, un dernier revers survient bientôt. En novembre 1949, l'Air Force annule la reconversion des XB-35 en avions à réaction. Le modèle de reconnaissance, le YRB-49, n'a toujours pas volé. Ils avaient dit qu'ils allaient réduire leurs équipages, mais pas qu'ils allaient arrêter la production de l'aile volante. Finalement, on a sorti tous les avions sur l'aire de stationnement, terminés ou pas. Ça a été l'un des jours les plus tristes de notre vie, de la mienne et de celle de tous ceux qui croyaient profondément à ce programme. On ne pouvait pas y croire. On a tous réfléchi et on a signé une pétition proposant de terminer l'aile volante durant nos loisirs, sans salaire. Jack a été profondément ému par ce geste de loyauté et de foi en son aile volante, mais il ne pouvait accéder à leur requête. Les larmes aux yeux, il a répondu que la société ne pouvait en aucun cas prendre en charge la fin de la construction des YB-49. Il leur a demandé d'abandonner ce projet, car c'eût été offenser le principal client de la société, l'US Air Force. Ils nous ont convoqués pour nous dire de descendre sur l'aire de stationnement pour démonter les ailes. Et c'est ce qu'on a fait avec l'aide de l'Air Force. Ça devait être l'Army Air Corps à l'époque. On a tout déboulonné, enlevé tous les rivets, tout démonté. Et tout est parti à la ferraille. On était tous très déçus. Mais la société nous avait demandé de le faire et on l'a fait. Après 30 années d'efforts, l'idée de Jack Northrop est maintenant anéantie. Tout espoir de sauver l'aile volante a disparu.
Depuis que j'avais compris ce qu'il faisait, que son travail sur l'aile volante était son seul but, j'en voyais les conséquences désastreuses. Sa santé était altérée. Ce n'était plus le même homme. Il n'était plus aussi heureux. Ça l'a vraiment beaucoup affecté. Jack Northrop réagit d'autant plus mal qu'il est fermement convaincu d'être victime d'un complot et de lutte d'influence entre les hommes politiques les plus haut placés pour obtenir les contrats de l'Air Force. John Myers est alors vice-président, chargé des ventes pour la Northrop. Quand j'y repense, c'était vraiment naïf de notre part de ne pas avoir compris l'énorme pression imposée par Convair. Convair était contrôlé par Fred Adlom, président et principal actionnaire, même s'il ne possédait que 5% de l'entreprise. C'était beaucoup. Consolidated Convair est le fabricant du B-36, lequel, pendant les années de guerre, était en compétition directe avec l'aile volante comme bombardier à long rayon d'action potentiel. Des rivalités subsistent entre les deux sociétés. En juillet 1948, Jack Northrop est convoqué à Los Angeles pour rencontrer le secrétaire d'État à l'armée de l'air, Stuart Symington. À cette rencontre, en plus du ministre de l'Air Force, il y avait aussi le chef d'état-major de l'Air Force, le général Joe McNarney, qui étrangement est devenu plus tard président de Convair, et Fred Adlom, principal actionnaire de Convair, et aussi homme politique très habile. Jack m'a raconté que dès son arrivée, il a compris qu'il se tramait quelque chose. Car Symington se tenait à l'écart avec ses amis et il l'a sermonné sur les problèmes auxquels l'armée devait faire face pour aider deux sociétés produisant des bombardiers. Le ministre de l'Air Force a dit « 2 compagnies, c'est trop. Il faut que Northrop fusionne avec Convair. » Et M. Northrop a demandé « Monsieur le ministre, que se passera-t-il si cela ne nous est pas possible ?» The secretary answered, and I was going to quote him exactly, but I see the women and children in the audience, so I'll use a couple of blanks. You will be blank, blank sorry if you don't. The vicious emphasis given the answer shocked not only the Northrop representatives, but General McNarney as well. He said, in effect, "Oh, Mr. Secretary, you don't mean that the way it sounds." And Symington replied, "You're blank right, I do." Jack et Dick Moran en ont discuté et ont décidé de soumettre le problème au conseil d'administration qui a déclaré que ce n'était pas correct envers les actionnaires. In any event, the merger seemed impractical and undesirable to us, and we so advised the Air Force. A few weeks later, I received a direct phone call from Mr. Symington, informing me that all our B-49 contracts were thereby canceled. Ted Coleman est l'auteur d'un ouvrage sur l'histoire de l'aile volante. En 1987, il a écrit au sénateur Symington pour lui demander sa version des faits. Celui-ci a répondu qu'il n'avait jamais choisi d'équipement qui ne lui ait été recommandé par l'Air Force et qu'il avait informé M. Northrop de la décision de celle-ci de choisir le B-36. Sur le conseil de Stuart Symington, Ted Coleman s'adresse alors au général Curtis LeMay, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Il a dit qu'à l'ère du supersonique, c'était après la Deuxième Guerre mondiale, il lui semblait que cette grande aile avait un profil trop épais et qu'un avion au profil fin conviendrait mieux comme bombardier supersonique qu'un gros avion à long rayon d'action mais pas assez rapide. Il est possible, bien sûr, que la politique ait joué un rôle. Ce ne serait pas surprenant dans un programme de cette envergure. Mais l'avion a été annulé pour des raisons techniques et financières tout à fait valables.
Si vous vous souvenez, juste après la guerre, les budgets étaient très serrés et le XB-47 avait été optimisé comme avion à moyen rayon d'action en termes de vitesse et autres performances. Le B-49 avait une stabilité marginale en tant que bombardier et plateforme de reconnaissance. De nombreuses modifications et énormément d'argent auraient donc été nécessaires pour pouvoir le produire. Jack est tombé malade et son médecin lui a conseillé de prendre un long congé, ce qu'il a fait. Mais pour être honnête, envers son conseil d'administration, il a pensé qu'il était de son devoir de démissionner. Et c'est ce qu'il a fait en novembre 1952. Ce qu'il voulait, c'était oublier le plus possible l'aviation, à cause de cette expérience particulièrement amère. Et je sais qu'il n'a plus eu aucun rapport avec la Northrop Aircraft. Durant sa longue retraite, Jack a reçu bien des honneurs. S'il a perdu de l'argent dans l'immobilier, il s'est distingué dans d'autres domaines, notamment par des inventions remarquables. Mais jamais il n'a oublié son rêve et sa passion est demeurée intacte. Il était persuadé que finalement, les États-Unis reviendraient à l'aile volante. Mais il y avait eu tant de mauvaise publicité lors de l'annulation. Je veux dire par là que les gens pensaient simplement que l'aile volante était un échec. Pourtant, il savait qu'ils y reviendraient. Et il espérait simplement qu'ils le fassent avant une puissance étrangère. Il voulait s'assurer que la NASA connaissait l'aile volante. Il leur a donc écrit une lettre les invitant à venir voir. Il avait préparé des affiches et des diagrammes que j'avais fait faire par un ami, comparant les avions classiques avec l'aile volante. Nous sommes en juin 1976. Peu après cette rencontre, il reçoit une lettre de la NASA annonçant qu'ils avaient revu les données du tunnel aérodynamique concernant le XB-35 et le YB-49 et que leur analyse de ces éléments, ainsi que les études menées par d'autres fabricants d'avions de cette taille, avaient confirmé la supériorité du concept de l'aile volante comme appareil de transport performant. Au moins cette lettre prouve-t-elle à Jack Northrop que l'aile volante n'est pas complètement oubliée. En 1980, Jack est un vieillard à la santé précaire. Toutes ses réalisations appartiennent au passé. Il vit désormais dans la famille de son fils. Mais au mois d'avril de cette année-là, avec la complicité des services de sécurité, un ami le conduit au département d'études ultra-secret de la Northrop Corporation. Parmi les gens qu'il rencontre ce jour-là, se trouve John Cashen, l'un des concepteurs du B-2. Nous avons posé une boîte devant lui, une grande boîte à cigares, et nous lui avons demandé de soulever le couvercle. Jack avait la maladie de Parkinson. Il semblait très fragile et il tremblait beaucoup. Mais il conservait toute sa vivacité d'esprit et il était très en forme. Ce jour-là, les mains tremblantes, il a soulevé le couvercle. Il a pris la maquette, les larmes aux yeux, et il a dit « Maintenant, je sais pourquoi Dieu m'a gardé en vie pendant ces 25 années. » Et tout ce qu'il avait vécu avec l'aile volante lui revenait. Le B-2, le bombardier furtif, est l'un des avions technologiquement les plus avancés du monde. Il est conçu pour pouvoir voler derrière les lignes ennemies sans être détecté.
À la fin des années 70, on a compris l'aérodynamique des ailes volantes et on les a acceptées comme système viable. Pourquoi cela ne s'est-il pas fait avant, entre 1950 et 1979, je l'ignore. Nous savions tous qu'une grande aile volante avait été conçue et construite et satisfaisait à son cahier des charges. La conscience que cela avait été fait était certainement dans l'esprit de tout le monde, avec la preuve des capacités aérodynamiques d'une grande aile. La ressemblance entre le bombardier furtif et le YB-49 de Jack Northrop est troublante. Ils ont tous deux une envergure de 52 mètres. Dès 1948, on savait que la forme épurée du YB-49 était particulièrement difficile à détecter par radar. Tous deux ont également fait l'objet d'une polémique. Mais avant tout, ils représentent l'idéal de Jack Northrop, son rêve d'une portance maximale avec une faible traînée. Tous deux sont des ailes volantes. M. Northrop avait 30 ans d'avance sur son époque, c'est tout. Et il a fallu attendre que la technique comble son retard. C'était un homme formidable, profondément honnête. Mais un très mauvais homme d'affaires. Un grand génie. C'est Donald Douglas Sr. qui a dit que Jack Northrop avait contribué plus que nul autre au progrès de l'aviation. Et j'ai eu l'honneur de travailler pour lui.